C'est avec une grande joie que nous vous accueillons pour cette journée Wake Up, cette journée exceptionnelle. Recherche et Évolution est une entreprise engagée, une entreprise pionnière, d'avant-garde, qui, bien au-delà des notions classiques de développement durable, RSE, citoyenneté, contribue à l'évolution. Wake Up, c'est une journée à laquelle nous tenons énormément. C'est une journée qu'on a créée un jour dans vraiment un élan du cœur pour dire comment pouvons-nous amener le plus l'information que c'est possible. Cette journée, c'est autour de ça, c'est autour de votre potentiel, c'est autour... Les personnes qui vont témoigner ne vont pas le faire dans une logique d'ego, pour dire je, mais pour ouvrir la voie, pour dire regardez, j'étais dans cette situation, j'ai pu sortir de ça, j'ai pu créer ça, j'ai pu apporter de la valeur et le projet est fabuleux. Wake up au potentiel, en fait, qui est le vôtre. Wake up vraiment aux possibilités, en fait, qui sont offertes. Il y a un enjeu énorme et en même temps, il y a des possibilités énormes. Et je crois d'ailleurs, au cours de l'histoire, on n'en était jamais là. On n'était jamais là dans un kit ou double comme aujourd'hui. Et donc, nous allons regarder effectivement comment ça se passe dans les différents secteurs. Donc, pour ma part, je vais commencer par partager avec vous ce constat. Et vous verrez, j'ai mis des guillemets de la santé. Et ce constat que je voudrais partager avec vous, qui va être très bref, c'est surtout au niveau du ressenti. C'est-à-dire, oui, il y a des chiffres, mais qu'est-ce que ça veut dire au niveau des hommes, des femmes et des enfants qui vivent ça? Il faut savoir que 70 à 90% des cancers, des maladies cardiovasculaires, du diabète, et je pourrais vous en citer d'autres comme ça, sont parfaitement évitables en agissant sur moins de 10 facteurs de risque parfaitement contrôlables. Quelques mots, effectivement, et un témoignage sur le monde de l'environnement. On constate une chose, c'est qu'on parle moins des sujets et qu'on ne prend pas la mesure des conséquences pour la population. Un chiffre, les conséquences du dérèglement climatique touchent 25 fois plus les pays pauvres que les pays riches. Nous allons parler, revenons plus proche de nous, de l'énergie. Déjà aujourd'hui en France, 3,8 millions de personnes sont dans une situation de précarité énergétique. Eh bien, dans l'environnement, il est possible d'inventer des nouveaux modèles. Il est possible d'être plus économe en énergie. Il est possible de générer moins de stress dans le monde du service. Je vais faire avec vous rapidement ce constat sur l'éducation. Alors, la première chose à savoir, c'est qu'il y a déjà un problème d'accès. Globalement, il y a de plus en plus de scolarisation des enfants dans le monde, mais il y a quand même encore 67 millions d'enfants non scolarisés. Ensuite, il y a un problème d'inégalité au niveau des sexes notamment. On le voit dans ces quelques chiffres. Maintenant, je voudrais vous parler de la qualité de l'éducation, du modèle d'éducation dominant et de ce que ça produit, parce que je pense que c'est le constat qui est le plus important de dresser pour bien comprendre ce qui a besoin d'être révolutionné, changé, transformé. La première chose, c'est qu'on vous a parlé beaucoup ce matin déjà de potentiel. Eh bien, on va dire que ce potentiel, la plus grande partie passe à la poubelle. Tout simplement parce que le regard il est mis sur le manque, sur la limitation, sur le peut mieux faire. Donc, comme vous voyez, ça contribue à de l'insécurité, de l'aliénation, du stress et très très loin d'une éducation globale, épanouissante, responsabilisante. Moi, je vais vous parler un petit peu des élites, les fameuses, qui ont été hypertrophiées au niveau du cerveau, au point d'en venir à concevoir des outils financiers qui sont en total décalage par rapport à la réalité. Si on reprend la crise des subprimes, à l'origine, on parle de 800 milliards de dollars d'actifs douteux. On s'est retrouvé avec 50 000 milliards de dollars de pertes en capitalisation boursière. Donc je vous laisse prendre la mesure de ce que ça représente au niveau financier. Au niveau humain, pour ne prendre que les États-Unis, ça a représenté à l'époque 3 550 000 familles expulsées de leur domicile. Si je regarde simplement le besoin de se nourrir, pour traiter déjà tous les cas de malnutrition sévère dans le monde, il faudrait au jour d'aujourd'hui 3 milliards de dollars. 3 milliards de dollars versus 50 000 milliards évaporés.
Et c'est en ça que c'est vraiment marquant par rapport à la coupure du ressenti, c'est-à-dire que nos élites, d'une certaine manière, ont été tellement formatées, moulées à créer et à vivre dans l'abstraction qu'elles en sont arrivées à je dirais des spirales qui s'auto-alimentent et qui sont complètement coupées des besoins réels, sans prendre en compte vraiment ce dont il serait question aujourd'hui. Alors 2 constats. Le premier, c'est tout bête, mais on ne peut pas vivre sans forêt. Parce qu'on a besoin des arbres pour respirer, parce qu'on a besoin des arbres pour boire. La moitié des plus grandes villes de la planète dépendent des forêts qui les entourent pour leur approvisionnement en eau. On a besoin de forêts pour l'agriculture, parce que sans sol vivant, et le sol vivant il vient de la forêt, il n'y a pas d'agriculture. On a besoin d'insectes, 40% de ce qu'on mange a été pollinisé par des insectes. Tout ça, ça vient de la forêt. Donc ça vous amène aussi à penser, à se dire, voilà, je vous parle de la forêt, mais vous voyez que tout de suite, on s'aperçoit que les choses sont globales. Je viens d'un groupe de médias, d'un groupe de jeux vidéo, et c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui en termes de constat. Le premier mot-clé, c'est omniprésence. Je pense que nous serons tous d'accord là-dessus. Les médias, en tout cas dans nos pays développés, sont omniprésents. Donc, effectivement, nous allons regarder ensemble quelle est cette qualité de contenu aujourd'hui. Est-ce qu'il y a la conscience du potentiel ? Eh bien, non, très peu, puisque les news que nous recevons, vous voyez, quotidiennement, sont des news qui sont orientées principalement sur des faits divers, sur du drame, sur du sensationnel, sur des choses qui sont à connotation plutôt négative. Donc beaucoup de choses à repositionner de façon à ce qu'ils puissent jouer ce rôle de stimulation du potentiel, de renvoi à nos ressources, de nous donner de l'élan, de nous donner de l'envie, de nous donner de réveiller notre empathie. Alors, moi, le domaine dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est l'alimentation. Il y a un lien direct entre la première cause de mortalité au monde et notre alimentation. On a les 2 grands secteurs. Nos méthodes modernes d'agriculture et d'élevage sont les 2 plus gros pollueurs au monde. Mis ensemble, ces secteurs sont les premiers destructeurs de la forêt amazonienne. Ce sont les premiers consommateurs d'eau au monde. L'agriculture à elle seule, c'est 70% de nos ressources en eau. Je finirai par les inégalités. Il faut savoir quand même qu'on a tous les jours 1 milliard de personnes qui meurent de faim. Il y a un enfant qui meurt de faim toutes les 5 secondes. Et en même temps, la FAO nous dit on a des outils de production industrielle suffisamment puissants pour nourrir chaque jour 12 milliards d'individus. Malbouffe au nord, famine au sud. Il est temps de résoudre. Consommation et gaspillage. Pourquoi la consommation ? Tout simplement parce qu'on est dans la société de consommation. C'est comme ça qu'on la nomme. Cette société de consommation, elle a comme outil de mesure, ceux qui la pilotent ont sur leur tableau de bord un indicateur principal. La bonne santé de notre société, c'est en fait principalement son degré de consommation. Pourquoi ? Parce que c'est notre PIB en fait. Qu'est-ce qui stimule la croissance du PIB, qui est notre indicateur de bonne santé ? C'est la consommation. Donc plus on consomme et plus on est en bonne santé. Schématiquement, ça revient à dire le mur s'approche, de plus en plus, accélérons. La bonne nouvelle, c'est qu'en fait, on a là un gisement de potentiel inouï et totalement sous-estimé pour résoudre les choses. C'est-à-dire que tout est là, on a tout ce qu'il faut. Et rien que dans le gaspillage, si on savait exploiter la ressource que constitue le gaspillage, en fait, on a déjà une bonne partie de la solution. Moi, j'ai commencé dans le conseil pendant 10 ans. Le conseil ne se préoccupe absolument pas de ces enjeux-là. Alors, je ne parle pas de ceux qui font du développement durable et qui sont orientés sur ce secteur, mais le conseil classique, c'est-à-dire les gros, les top 5, comme on dit, eh bien, ils ne se concentrent pas là-dessus aujourd'hui. Ils se concentrent sur la productivité, ils se concentrent sur le profit, ils se concentrent sur les baisses de coûts. Donc aujourd'hui, le monde de l'entreprise, c'est pas que les personnes n'ont pas de cœur, c'est pas qu'elles ne sentent pas, c'est pas qu'elles ne veulent pas, c'est pas qu'elles ont envie mais elles sont tellement, l'entreprise est tellement focalisée sur le profit et en fait tellement préoccupée par ça qu'elles en arrivent à perdre de vue l'essentiel, c'est-à-dire au fait, on va où comme ça ? On crée quoi comme ça ? On crée quels effets tous les jours à travers nos choix stratégiques ? Donc le monde des entreprises a besoin de se préoccuper de ces enjeux-là, a besoin de se préoccuper vraiment, parce que même si on regarde les choses d'un point de vue uniquement financier, une entreprise qui ne tient pas compte de ces enjeux sociétaux, qu'ils soient humains, qu'ils soient sociétaux, qu'ils soient financiers, qu'ils soient de l'ordre des ressources,
en fait, va dans le mur. Vous voyez un peu ce que ça veut dire quand tous ces facteurs interagissent. Parce que c'est ça le cas. Aujourd'hui, le problème, c'est celui-là, que nous sommes confrontés à un ensemble interactif de problématiques. Et vraiment, la question que je pose avec avec de telles données et de telles tendances, en fait, vers quel monde est-ce que nous allons? C'est une ouverture à l'action, une ouverture à la possibilité de prise de conscience. Eh bien, c'est pas que le mental, c'est pas que comprendre intellectuellement une donnée, mais c'est de la ressentir sur un plan affectif et émotionnel, la ressentir au niveau du cœur, et ensuite la ressentir au niveau du corps. Donc, est-ce que vous voyez, c'est tout un travail. C'est un travail de rencontre avec soi et ensuite de rencontre avec l'autre. Quand Edel a commencé à exposer les principes de la psychologie d'évolution, j'ai eu comme une résonance forte en me disant mais c'est ce que j'ai toujours ressenti sans être capable de le conceptualiser, de le mettre en mots. Ça me paraissait tellement évident, tellement juste. Et je vais vous donner un premier exemple de repositionnement que ça a créé dans ma vie. Je travaillais dans la même entreprise qu'Emmanuel. Nous travaillions à l'époque toutes les deux dans l'industrie des jeux vidéo. La politique éditoriale de ton entreprise, c'est quoi? Ah bah c'est pas moi, hein. Non, mais c'est quoi en termes de contenu? Des jeux qui sont comment? Ils sont plus violents et un peu plus misogynes qu'avant. Donc, logiquement, tu contribues à des jeux vidéo de plus en plus violents. Oui. Et là, ce qui a achevé de me faire bouger, c'est le ressenti, c'est le cœur. C'est-à-dire que Rina, à ce moment-là, a parlé de son fils Étienne en me disant... Si moi, j'imagine mon fils Étienne pendant des heures sur un jeu en train de tuer quelqu'un, ça me touche tellement, et elle était touchée en me le disant, de sentir ce que ça leur faisait, ça m'a bouleversée. Et là, d'un seul coup, c'était intégré. Et je me disais, l'éducation telle qu'elle est conçue, et je vous ai fait le constat tout à l'heure, elle répond plus du tout aux enjeux. On produit en chaîne, et j'en ai été, des exécutants, des bons exécutants, au service d'un système complètement à bout de souffle. Ce dont on a besoin aujourd'hui, maintenant, c'est des citoyens épanouis, responsables. J'ai créé le projet d'école que je vais vous présenter maintenant, puisqu'il ne s'agit plus d'un projet, mais d'une vraie école. L'école s'appelle Living School. Je l'ai créée donc en septembre 2007. D'abord, on travaille sur 3 axes. Le socle, comme je vous l'ai dit, c'est le savoir-être. Et puis, on travaille sur l'éco-citoyenneté et la coéducation. Le savoir-être, je vous l'ai dit, c'est l'exemplarité. On a besoin de former nos équipes parce que on a besoin que nos équipes se sentent bien dans la classe, que les enseignants soient épanouis pour apporter ça aux enfants. Alors, l'éco-citoyenneté, chez nous, c'est clé. Je vous ai dit que c'est permettre l'émergence des citoyens de demain. Donc l'objectif, c'est de pouvoir agir maintenant, tout de suite, et prendre l'habitude de ça. Et prendre l'habitude de se dire, c'est possible. Et je peux vous dire qu'avec la référence du potentiel, les enfants, ils savent que c'est possible. La coéducation. Les parents, ils sont clés. C'est-à-dire que surtout quand on parle de savoir-être, ce sont les premiers éducateurs. Et nous, on a envie de travailler avec eux comme avec des partenaires. La semaine planétaire, c'est un événement extraordinaire qui mobilise le potentiel de chacun d'entre nous du 9 au 17 juin. Et dans ce cadre-là, on a conçu un événement qui s'appelle « Tous les enfants ont des talents, tous ». J'ai envie de vous demander, puisque c'est la première fois que j'annonce cet événement en public, de devenir les ambassadeurs de cet événement, de le démultiplier auprès de 3 écoles et dans vos familles, de manière à toucher un maximum d'enseignants, donc de suivre évidemment l'actualité de cet événement sur le site de Living School et sur le site de la Semaine Planétaire, pour relayer à votre tour cet événement, toucher un maximum d'enfants, parce que c'est ce dont il est question pour que le monde change. Donc j'ai passé une bonne vingtaine d'années dans l'industrie pharmaceutique, des postes de dirigeants, j'allais dire divers et variés, national, international, stratégique, opérationnel, et avec un niveau de conscience de ce à quoi je contribuais, et d'ailleurs en bien ou en mal, proche de 0, hein, pour être clair. Et puis j'ai fait aussi, même démarche que Caroline, le master pour le développement d'un leadership éthique. Et effectivement, c'était le plus beau cadeau que j'ai pu me faire également. Et je ne pense pas qu'à moi, mais également déjà à mes proches, déjà là où je travaillais à l'époque, et puis aujourd'hui pour finalement être vraiment maintenant qui je suis et aller de plus en plus vers qui je suis et qui je veux être. Et pour moi, ça a été le moment sine qua non de ce parcours et de cette évolution. C'est-à-dire je vivais
et effectivement très bien. Donc, voilà, la probabilité que je me remette en cause toute seule spontanément était quand même très très faible. Ces dames m'interpellent et me disent, mais quand tu fais de la croissance à 2 chiffres, Véronique, là, tu construis tes plans à 5 ans, 10 ans, ça repose sur quoi? Et là, je vois la diapo qui m'arrive dans la tête, c'est vraiment ça. Il faut toujours, pour que, par exemple, la croissance à 2 chiffres ait lieu en cancérologie, alors certes, lancer des nouveaux produits très chers, mais il faut surtout, c'est une condition quasi sine qua non, qu'il y ait de plus en plus de cancers. Ça n'a pas été le moment le plus confortable de ma vie. Hein. Et si j'étais pas passée par ce moment-là d'extrême inconfort, et que j'avais pas dit « Ok, je le regarde en face », je ne serais pas là aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et donc, qu'est-ce que je peux faire pour qu'il y ait de moins en moins de cancers et pas de plus en plus? Parce qu'en fait, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Aujourd'hui, c'est construit sur la pathologie. Mais enfin, pourquoi diantre la santé, la vraie, ne pourrait-elle pas être un business florissant, rentable, pérenne et qui apporte du plus? Un grand travail, en fait, c'est vraiment de rester intègre avec soi-même. C'est-à-dire, pendant longtemps, je peux très bien ne pas savoir comment je vais m'y prendre. C'est OK. C'est juste, je lâche pas ma vision, je lâche pas mon objectif, je lâche pas ce repositionnement que je veux faire. Et j'ai créé, moi aussi, mon projet a maturé, ma propre société qui s'appelle Créer la vitalité. Et puis, je m'intéresse aussi beaucoup aux enfants. J'ai fait un constat qui s'aggrave, en fait, au fil des années. Je fais maintenant ces ateliers sur la gestion des émotions parce que j'entends des choses dans les écoles qui sont terrifiantes. C'est-à-dire, je leur demande, qu'est-ce que vous ressentez comme émotion, spontanément? J'entends jamais le mot joie, j'entends jamais le mot vitalité, j'entends jamais je suis heureux. Quand on prend une décision, effectivement, c'est une sorte d'entaille par rapport à une habitude. Mais entre le rêve, en quelque sorte, le constat intellectuel et la décision, la prise de décision pour vraiment changer quelque chose, il y a un monde. Et l'enjeu, c'est celui-là. Alors moi, à l'origine, je n'avais rien à voir, on va dire, quelque part avec l'alimentation, c'est-à-dire que ce n'était pas du tout mon parcours d'origine. Moi, j'ai fait une école de commerce. Je faisais des choses qui étaient uniquement orientées sur l'argent. Mon but, c'était quoi? C'était de remporter le challenge, c'était de partir en vacances à tel ou tel endroit, et c'était la seule chose que je voyais à horizon 1 an, 2 ans. Et je sentais bien qu'au fond, quelque chose n'allait pas. Et puis là, j'ai rencontré Recherche et Évolution par l'intermédiaire de Caroline. C'est un très très beau parcours qu'on fait à travers le master. C'est plein de moments très précieux et c'est beaucoup une question de savoir-être et beaucoup une question de ressenti. Et c'est comme ça que j'ai pu voir le constat aussi, parce que le constat en termes d'alimentation, il est lourd. Je peux vous dire qu'il est vraiment, vraiment, vraiment lourd. Qu'on se place au niveau de l'humain, qu'on se place au niveau de la plante ou qu'on se place au niveau de l'animal. Et l'animal, l'homme, les plantes, la souffrance qui est liée à ça, c'est avant tout avec le cœur que je l'entends. Et quand on va rencontrer avec le cœur ce qui se passe vraiment dans le monde, ben là, quel que soit le domaine, on est capable de changer ensuite ça. Parce qu'on peut s'appuyer sur son potentiel après l'avoir vraiment vu pour impulser du changement. Donc je fais de la formation pour les particuliers, pour les entreprises, avec un but de contribuer à une alimentation saine pour soi et pour la planète. Donc c'est vraiment les deux. C'est pas que pour sa santé, c'est pas que pour la planète, c'est pour les deux. Pourquoi? Tout simplement, quand on mange sain et quand on se fait du bien, on fait automatiquement du bien à la planète. Le but, c'est simplement de remettre la joie au bon endroit. Et les enfants savent très bien le faire quand on leur donne la possibilité. Il s'agit juste de retrouver ce repère-là. Et ce repère de ressenti, je travaille énormément sur le ressenti. C'est quelque chose qui a un vrai coût pour l'entreprise derrière. Ça coûte cher à l'entreprise d'avoir des salariés en mauvaise santé. Ça lui coûte très très cher. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui aux États-Unis, maintenant on a les chiffres, rien que sur l'obésité, ça coûte 73 milliards de dollars aux entreprises, aux grandes entreprises, chaque année l'obésité. Donc, quand est-ce qu'on se met en route? Quand est-ce qu'on commence? Quand est-ce qu'on décide à être pionnier? Donc c'est pour vous dire que c'est accessible pour tous. On a tous envie d'une alimentation saine, on a tous envie d'être en bonne santé et on peut tous le faire. Qu'est-ce que c'est le savoir-être? Eh bien, c'est l'ensemble de nos dispositions. L'ensemble, justement,
de notre potentiel. Pour vous, vraiment au niveau de l'indicateur, c'est l'indicateur le plus essentiel que vous puissiez connaître, le savoir-être. Le vôtre d'abord et celui des autres après. Parce que ça vous permet d'évaluer les possibilités de négociation, les possibilités justement de changement, les possibilités de coopération, de co-création, etc., etc., etc. Chaque qualité de quelqu'un se déploie dans tout ce qu'il décide, dans tout ce qu'il fait. Chaque défaut de quelqu'un se déploie dans toutes ses décisions et dans tout ce qu'il fait. Donc le cœur, c'est la dimension la plus fabuleuse qu'on ait en nous. C'est la partie la plus noble de l'individu, de l'être humain, et c'est là où il peut puiser son projet de vie, son potentiel, son énergie et ses affirmations pour ce qui est juste. Donc il est impératif, c'est même une nécessité que de prendre conscience, de commencer par soi et se dire, voilà, je vais changer des choses et je vais en même temps finalement célébrer mon potentiel. Mais c'est énorme. Et ensuite, une fois que leur savoir-faire a bougé, c'est-à-dire leur capacité à gérer les priorités, à gérer leur temps a bougé, mais c'est des situations concrètes derrière qui bougent. C'est des vies qui changent. C'est des vies de famille qui s'harmonisent. Et c'est ça qui donne envie de déployer le potentiel. C'est d'expérimenter que c'est possible. Dans un grand groupe où j'étais successivement en charge d'une entité de gestion globale des déchets, dans le monde très zen de l'automobile, que m'a apporté le leadership éthique? Plusieurs choses. D'abord, le fait d'oser s'affirmer, comme l'a exprimé Edel, dans des situations qui pouvaient être, par le passé, difficiles. On a parlé d'ouverture du cœur. Et là, quand on est dans un métier dur, manager, assez jeune, alors surtout on se barricade, mais l'ouverture du cœur, c'était pas forcément naturel. Face à la hiérarchie, c'est sûr que nous avons tous, Edel l'a évoqué, au cours de notre passé, eu quelques petits coups sur la tête à droite et à gauche, et puis de temps en temps, face à un hiérarchique, etc., on perd ses moyens, je perdais mes moyens, et donc j'ai progressivement réussi à m'affirmer dans des situations qui ont été importantes pour moi, pour mes équipes. À titre personnel, les sujets du dérèglement climatique et justement de ce contexte social et ces difficultés sociales dans l'entreprise étaient quelque chose qui me touchait. Je me suis posé la question de comment apporter la plus belle valeur ajoutée à l'entreprise peut-être où je travaillais hier, mais aussi à d'autres entreprises ou aux collectivités locales. Et c'est comme ça qu'est né le projet d'Incubéthique. Donc la mission d'Incubéthique, c'est tout simplement, face à l'intensification des problématiques environnementales et climatiques, au manque de partage de richesses et de ressources dont nous avons déjà beaucoup parlé, au besoin de plus de qualité de vie et de sens pour les acteurs de l'entreprise, j'ai décidé d'agir pour apporter des réponses justes, nouvelles, sur la base du leadership éthique. J'ai créé Incubéthique fin 2009. Nous sommes aujourd'hui 4-5 personnes. Et fin 2010, je me suis dit, ça ne suffira pas. Il faudra créer un outil pour nous aider à venir supporter les projets d'investissement qui font du sens. Et donc j'ai décidé de créer Incubéthique Invest, qui est un fonds d'investissement privé qui va pouvoir accompagner des projets qui nous paraissent porteurs de valeur pour des projets éthiques. L'objectif, c'est de mobiliser autour de nous des investisseurs privés, des investisseurs institutionnels, et certains sont intéressés parce que justement ils voient la valeur sociale et sociétale de ces projets. Donc de mobiliser ces personnes pour qu'on puisse positionner cet outil d'investissement pour conforter ces projets, pour nous donner les moyens de réussite sur cette vision. On va aller se promener un peu en forêt. Parce que quand j'étais petit, comme la plupart des enfants, je posais plein de questions, j'étais curieux. Et je pensais que je pourrais devenir grand comme cet arbre. Et puis comme la plupart des enfants, comme expliquait Caroline ce matin, je suis rentré dans le rang. Ça m'amène à 38 ans à gérer une entreprise de 200 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc un gros truc avec une grosse voiture et un gros salaire. Et alors il y a eu plusieurs déclics. Un premier déclic, moi aussi c'est grâce à Caroline que je suis là aujourd'hui. Et elle est venue me sensibiliser à l'importance du savoir-être pour les dirigeants. Avant de commencer le master, j'ai fait un exercice que je vous recommande vraiment vivement. Cet exercice, c'est se projeter honnêtement à 5 ans, 10 ans,
20 ans, sur 3 axes. Ma santé, ma carrière et ma famille. Là, j'ai été honnête ce jour-là. Et je me suis vu, sur le premier axe, sans changer mon positionnement, me dessécher. Bon, je ne suis pas bien costaud, hein, mais je me voyais vraiment pas me remplir. Je me voyais vraiment me dessécher, peut-être tomber malade. Point de vue carrière, je voyais que j'avais moins envie que d'autres et que la politique, c'était moins mon truc, que l'incohérence, ça allait faire que j'allais me taper la tête contre le plafond assez vite. Donc, c'était pas très folichon non plus. Et je voyais les conséquences que ça ne manquerait pas d'avoir sur ma vie familiale et ma vie conjugale. En faisant ce tout petit repositionnement, je ne savais pas du tout vers quoi à l'époque. J'ai entrevu une vie différente qui, rien que d'y penser, me faisait danser de joie. Et ce jour-là, j'ai pris conscience d'un truc très simple. Le risque n'est pas là où je pensais qu'il était. Le risque est beaucoup plus, pour moi en tout cas, il était beaucoup plus à ne pas changer qu'à changer. Et ce jour-là, je me suis dit, stop, t'arrêtes de faire tes constats, tu passes à l'action. La vision que j'ai développée pour mon projet est la suivante. La forêt, je vous l'ai dit ce matin, est indispensable à la vie. Et pourtant, elle part en fumée et sous d'autres formes très vite. C'est une espèce de suicide collectif inconscient de l'être humain. Deuxièmement, c'est essentiellement un problème économique, d'où la stratégie. La stratégie, elle tient en 2 axes. Le premier, c'est, et je pense que c'est vrai pour beaucoup de nos problématiques, la forêt n'est pas le problème, la forêt est la solution. Et c'est pour ça que nous avons créé un mouvement qui s'appelle Forest and Life, l'année dernière, qui est une fédération de projets de reforestation dont le seul point commun est d'avoir comme objectif d'améliorer la vie. Les entreprises, on travaille avec Eric, il vous l'a dit, elles cherchent tous à faire des économies. On leur dit, OK, nous, on ne vous demande pas d'argent. On vous propose de donner du sens à vos projets d'économie en réinvestissant une partie de ces économies dans la protection et la plantation d'arbres. Et le delta, pour donner du sens à tout ça et faire plus d'économies, parce que quand ça a du sens, les gens font mieux, et du coup planter des arbres, en l'occurrence au Pérou. Vous voyez, là aussi, la forêt est utilisée comme la solution et pas le problème. Et ce que j'aimerais vous inviter à faire, avec tous les gens que vous aimez, et en particulier avec les enfants, c'est donner-leur la possibilité, allez planter un arbre avec eux. Vous leur donnerez la possibilité d'œuvrer pour le monde, mais surtout, vous leur ferez le plus beau cadeau, qui est de prendre conscience de leur potentiel infini de création. Et ça, c'est pour le monde entier, ce cadeau. Chacun a un rêve. Il faut juste accepter qu'il soit là, l'admettre, le cultiver, le nourrir. C'est le rêve qui crée la réalité, le vrai rêve. Parce que le vrai rêve, vraiment, il sort du potentiel en profondeur. Nous vous proposons, avec le leadership éthique, d'oser faire ce pas, de ne pas se poser la question combien ça va me rapporter, mais qu'est-ce que j'ai envie de donner à cette humanité ? Eh bien, tout ce qui va sortir de mon entreprise, eh bien, apportera de la valeur positive pour l'humanité. Ça veut dire, je ne conçois pas de faire sortir des produits ou de faire sortir des services qui puissent créer de la casse, que ce soit écologique, que ce soit humain, que ce soit sociétal. Le leadership éthique, c'est vraiment où je suis, partout où je suis, j'analyse, je me pose la question, je sens les effets dans mon cœur, je me repositionne, je propose des alternatives. Et alors, nous avons tous une intelligence infinie pour trouver des solutions. Bon, Rina, alors, qu'est-ce que nous allons aborder là avant de conclure? Quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. La semaine planétaire pour un monde meilleur. C'est une semaine qui a été d'abord inventée par Edel dans le dernier chapitre du livre. C'est un projet absolument merveilleux parce que l'idée, c'est de redonner à chacun la conscience qu'il a un pouvoir de création infini. Donc en fait, ce ne sont pas des événements que nous organisons. Nous proposons juste pendant cette semaine, à l'échelle planétaire, que chaque être humain puisse se dire, moi, pendant une semaine, pour commencer, mais après ça va tellement me plaire que j'aurai envie de faire ça souvent, pendant une semaine, je vais faire des choses pour d'abord m'apporter un mieux dans ma vie. Maintenant, la semaine, eh bien, nous allons célébrer, vous allez célébrer toutes les réussites et bien sûr, toute la semaine, disons, rajouter, disons, des décisions et surtout prendre de nouveau des initiatives pour l'année d'après. Donc, ce que nous recherchons, après avoir quand même pu informer l'année dernière environ 35 millions
de personnes sur la Terre, sur les 5 continents, ce qui est déjà, je dirais, une bonne chose, non pas faire bouger 35 millions, mais pouvoir informer déjà. Et donc, cette année, eh bien, nous avons pensé que l'effort, encore que ce soit pas un effort, mais je vais dire, la concentration vraiment sera orientée sur les enfants. C'est-à-dire que les enfants du monde entier puissent être reconnus davantage dans leur potentiel, vraiment dans leur force de vie, dans leur capacité de création. Et donc, nous avons besoin, disons, de diffuser, ou nous désirons en fait diffuser l'idée que tous les enfants du monde ont des potentiels, tous, pour ma part. C'est-à-dire, si j'ai créé ça, et surtout aujourd'hui, plus qu'il y a encore 2 ans, je me dis, la seule chance, quelque part, que nous ayons, c'est de créer vraiment une masse critique d'énergie, d'action positive, de potentiel réunis, voilà, en l'espace d'1 semaine. C'est-à-dire, si de par le monde entier, vous voyez, il y a des millions et des centaines de millions de personnes qui font plus que d'habitude. C'est-à-dire qui vraiment extravertissent leur potentiel, qui se réunissent, qui se donnent la main, qui disent, voilà, il faut que ça change. Et on va changer. Et on a le potentiel pour ça, qui valorisent justement eux-mêmes et les autres et les enfants et qui regardent pour les futures générations. Je pense que cette masse critique peut être atteinte pour créer une bascule, c'est-à-dire pour emmener un changement décisif et en profondeur. Et donc moi, j'inviterais vraiment chaque personne, avec les responsabilités que vous avez sur un plan professionnel, de vous engager vraiment, de prendre des décisions, de vous mettre debout, d'assurer vraiment ce qui est juste en quelque sorte, ce que vous savez au fond de vous-même est juste. Et donc, créer du nouveau, créer des valeurs. Ensuite, sur un plan social, vous allez dehors, vous communiquez au maximum, incitez un maximum d'êtres humains pour dire, allez, bougez. Vous n'attendez que ça, donc faites-le, en quelque sorte. Et ensuite, dans vos familles, créez quelque chose de magnifique. Célébrez ensemble le bonheur d'être ensemble, le bonheur de vous aimer, le bonheur de créer et de grandir ensemble. Et donc, je vous souhaite vraiment beaucoup de joie et beaucoup d'élan à créer un monde meilleur.